Bonjour, je m'appelle Fanny Lévy, je suis médecin psychiatre. Je travaille à la Pitié-Salpêtrière où il existe une tradition de la réalité virtuelle depuis de nombreuses années sous l'égide du professeur Jouvent. Et je vais vous parler aujourd'hui de ma pratique en lien avec l'utilisation de la réalité virtuelle dans le traitement des phobies. Et avant de commencer, je souhaiterais remercier la team Virtuality pour cette organisation exceptionnelle. Alors pour mieux vous parler, pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit, je vous propose de suivre le parcours de Marie. Marie est une jeune femme de 30 ans, elle a un fils, Théo, de 3 ans, et elle travaille à côté de la gare Saint-Lazare. Pour se rendre à son travail, Marie peut prendre le train en gare d'Asnières qui l'amène directement à la gare Saint-Lazare en 7 minutes. Mais le problème, c'est que pour prendre le train, il faut prendre des escaliers qui sont très à pic, très vertigineux, et Marie, elle a peur du vide, et ce n'est pas possible pour elle. Ensuite, il faut évoluer dans des couloirs souterrains, puis monter dans le wagon qui est souvent bondé de monde, et Marie, elle a peur d'étouffer, et ce n'est pas possible pour elle non plus. Alors, à la place de prendre le train et de mettre 7 minutes pour aller travailler, elle prend sa voiture, et à cause des embouteillages, elle met souvent 1h20, et elle est très régulièrement en retard pour aller chercher Théo à l'école. Alors elle a bien cherché une solution à son problème. Elle a consulté quelquefois un hypnothérapeute sur les conseils d'une amie, et puis elle a rapidement arrêté. Et depuis, Marie ne sait pas vers qui se tourner. Et en tout cas, elle n'a jamais pensé aller voir un psychiatre, parce que le psychiatre, c'est pour les fous. Et un jour, Marie voit une émission à la télévision qui parle de gens comme elle, qui ont des difficultés à se déplacer, et pour qui il existerait un nouveau type de traitement qui pourrait peut-être l'aider, la thérapie par réalité virtuelle. Alors elle fait des recherches sur Internet pour voir où est-ce qu'elle pourrait bénéficier d'un tel traitement. Et c'est comme ça qu'elle arrive en consultation dans mon bureau pour savoir si elle pourrait bénéficier d'une thérapie par réalité virtuelle. Alors pour vous, cette étape, elle a peut-être l'air de rien, mais pour moi, c'est complètement nouveau. C'est complètement modifier le parcours de soins du patient par deux aspects. Le premier, c'est qu'on quitte complètement le paradigme du médecin sachant, savant par rapport au patient. Marie vient en consultation non pas parce qu'elle a un problème, en l'occurrence la peur du vide, et elle s'en remet, entre guillemets, au médecin pour lui trouver une solution, un remède à son problème. Elle vient en demandant une solution, un traitement particulier, en l'occurrence la thérapie par réalité virtuelle. Et le deuxième aspect nouveau, c'est que les médias rentrent complètement dans le parcours de soins du malade. Autrement dit, en exagérant un petit peu, s'il n'y avait pas eu ce reportage télévisé, peut-être que Marie aurait continué toute sa vie à mettre 1h20 pour aller travailler. Et là, finalement, les médias permettent de diffuser une information, et une information adaptée au patient, et qui va ressentir une attraction pour un soin particulier, et donc le solliciter. Alors je vais donc recevoir Marie en consultation, et la première étape de cette consultation va être de poser un diagnostic. Et donc on pose le diagnostic d'acrophobie, c'est-à-dire de peur disproportionnée des hauteurs, et de claustrophobie, c'est-à-dire de peur disproportionnée des endroits clos. Pour parler de phobie, il faut qu'il y ait un retentissement sur le quotidien, une souffrance, ce qui est le cas de Marie, puisqu'elle ne peut pas prendre le moyen de transport de son choix, et donc la conséquence, c'est qu'elle a une perte de temps considérable quotidienne. Comme son nom l'indique, l'acrophobie et la claustrophobie font partie du cadre plus générique des phobies. Il existe d'ailleurs d'autres types de phobies, comme la phobie du sang, la phobie des animaux. Et les phobies font partie des troubles anxieux. Et donc il existe d'autres troubles anxieux, comme le trouble anxieux généralisé, c'est les gens qui ont tendance à se faire du souci de manière excessive, l'état de stress post-traumatique, les personnes qui, suite à un traumatisme, comme par exemple les événements du Bataclan, vont revivre en boucle certaines scènes, la phobie sociale, la peur de prendre la parole en public. Et donc la première étape de ma consultation, ça va vraiment être de poser ce diagnostic d'acrophobie et de claustrophobie et de le communiquer à Marie. Et ensuite, je vais lui expliquer alors en quoi consiste cette fameuse thérapie par réalité virtuelle, comment on utilise la réalité virtuelle pour traiter sa phobie. En fait, la réalité virtuelle est utilisée comme une modalité d'exposition, une modalité de confrontation à l'objet de la peur, selon le cadre théorique des thérapies cognitivo-comportementales. Autrement dit, pour traiter la peur des hauteurs de Marie,
il faut la confronter aux hauteurs. Et alors moi, quand j'explique ça à mes patients, il y a plein de patients qui me disent « Mais moi, docteur, je ne comprends pas. Tous les jours, je me confronte à l'ascenseur, c'est le stress total, et pourtant, je le prends tous les jours et ça ne passe pas. » Alors oui, bien sûr, je vais confronter Marie aux hauteurs, mais pas n'importe comment. L'exposition, la confrontation doit avoir certaines caractéristiques pour être thérapeutique. La première, c'est qu'elle doit être progressive, c'est-à-dire qu'on va commencer par exemple par un balcon au premier étage pour terminer par un balcon au dernier étage. Et elle doit être suffisamment longue pour permettre une diminution de moitié de l'anxiété. Donc par exemple, si on confronte Marie à un balcon, quand elle va ouvrir la porte, elle va avoir une anxiété qui va monter à 5 sur 10. On va lui demander d'attendre suffisamment longtemps pour que l'anxiété diminue. Et une fois que l'anxiété sera autour de 2, elle pourra faire un pas sur le balcon. Et peut-être que l'anxiété remontera à ce moment-là à 6 sur 10 et elle devra attendre, etc. etc. Donc, comme vous devez le comprendre à ce moment, c'est-à-dire que la thérapie cognitivo-comportementale nécessite une certaine formation, un certain savoir-faire, et elle est en général encadrée soit par un psychiatre, soit par un psychologue, qui en plus a fait une formation de 3 ans, ou 2 ou 3 ans, ça dépend des formations, aux thérapies cognitivo-comportementales. Et donc, à force d'exposition, on a ce qu'on appelle une extinction de la réponse de peur, et donc ce qu'on appelle aussi phénomène d'habituation. Alors pour en revenir à Marie, pour la confronter aux hauteurs, au balcon par exemple, je peux lui demander d'imaginer qu'elle est sur un balcon. C'est ce qu'on appelle l'exposition en imagination. Ou je peux lui demander d'aller effectivement sur un balcon, c'est ce qu'on appelle l'exposition en réalité. Ou je peux l'exposer à un balcon virtuel, c'est ce qu'on appelle l'exposition en réalité virtuelle. Alors nous voyons ici un exemple d'environnement virtuel que nous avons développé à la Pitié en lien avec le CNRS. Pour confronter donc, nos patients acrophobes, ici en l'occurrence donc, une situation de hauteur avec un balcon avec un fond en verre. Donc, on voit là l'utilisateur qui va ouvrir la porte, qui va ensuite pouvoir regarder le vide en contrebas et en transparence. Donc ensuite, il va avancer sur ce balcon. Et il va ensuite y avoir une vue sur la ville. Voilà. Et donc, à la fin de la thérapie, de cette thérapie par réalité virtuelle, Marie pourra à nouveau reprendre le train et mettre moins de temps pour se rendre sur son lieu de travail. Alors en fait, l'utilisation de la thérapie par réalité virtuelle dans le traitement des troubles anxieux n'est pas si récente que ça, entre guillemets, puisque la première publication date du milieu des années 90, on en voit ici un exemple, et elle a été publiée par Barbara Rothbaum, qui a un grand nom de la thérapie par réalité virtuelle. Et donc l'efficacité de la thérapie par réalité virtuelle a été démontrée par de multiples publications par la suite, pour des phobies qu'on dit spécifiques, comme celles que nous venons de voir avec Marie, donc la peur des hauteurs ou la peur d'être enfermé, mais aussi pour la peur de l'avion, la peur des araignées, et au fur et à mesure des publications et des années, pour des troubles anxieux de plus en plus complexes, comme l'état de stress post-traumatique ou la phobie sociale. Et l'efficacité de la thérapie par réalité virtuelle a été confirmée à la fin des années 2010 par 3 méta-analyses, à savoir que les méta-analyses pour nous ont une valeur particulière puisqu'elles compilent les résultats des études précédentes, et c'est un peu comme des articles de synthèse avec une force un peu supérieure. Autrement dit, il est aussi efficace d'exposer Marie à un balcon réel qu'à un balcon virtuel. Alors même si on est à Virtuality et que vous savez probablement tous ce que c'est la réalité virtuelle, je souhaiterais faire un très bref rappel sur la définition, en tout cas de celle que nous on utilise. Donc des environnements bien sûr virtuels numériques, visualisés en 3 dimensions, dans lesquels il est possible d'interagir sur le plan sensorimoteur grâce à la présence de capteurs de mouvement. Et cette notion d'interaction sensorimotrice a toute son importance quand on souhaite passer de la technologie, c'est-à-dire la réalité virtuelle, à la thérapeutique, c'est-à-dire la thérapie par réalité virtuelle. Et l'interaction sensorimotrice est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle sous-tend le phénomène de présence, c'est-à-dire la capacité du sujet à croire aux images comme si elles étaient réelles. Et je reviendrai d'ailleurs sur cette notion en fin de présentation.
Pour finir, sur les aspects un peu techniques, on voit ici un exemple de dispositif qui est en l'occurrence celui que nous utilisons à la Pitié, donc avec le patient qui a sur la tête le casque de réalité virtuelle, donc qui lui permet de visualiser les images en 3 dimensions. Dans sa main droite, le pointeur, et ensuite l'ordinateur qui d'une part donc, génère les environnements virtuels et d'autre part permet au thérapeute de suivre les déplacements de Marie ou du patient, puisqu'en fait sur l'ordinateur sont affichées exactement les mêmes images que celles qui sont visualisées dans le casque de réalité virtuelle par le patient. Donc, ce qui veut dire que le thérapeute peut dire à son patient « tournez à droite, tournez à gauche, arrêtez-vous », etc. Alors, à ce stade de la présentation, on pourrait se demander finalement quel est l'intérêt, entre guillemets, de s'embêter à faire des environnements virtuels si finalement on fait la même chose en réalité virtuelle qu'en réalité. Et en fait, dans la littérature scientifique, beaucoup d'avantages sont décrits. Et moi, j'ai choisi de vous parler de ceux qui font écho à ma pratique clinique. Donc, un des avantages que j'ai pu remarquer, c'est que la réalité virtuelle permet de garantir la confidentialité du patient. C'est-à-dire que le patient ne fait plus ces exercices d'exposition au vu et au su de tous dans les lieux publics, mais vraiment dans l'intimité du cabinet du thérapeute. Et je pense à une de mes patientes qui était acrophobe et qui était notamment gênée dans les escaliers du métro parisien qui parfois peuvent être à pic. Et donc elle faisait des exercices d'exposition dans le métro qui pouvaient durer un quart d'heure, 20 minutes. Et je la revois me dire à quel point elle était embarrassée par le regard des passants qui devaient, pour la citer, la prendre pour une folle. Donc finalement, la réalité virtuelle permet de pallier à cet inconvénient-là des expositions. La réalité virtuelle nous permet aussi de gagner du temps. Stricto sensu, il faudrait que les thérapeutes puissent accompagner les patients à l'extérieur, faire leurs exercices d'exposition, ce qui est concrètement dans la pratique clinique quasiment impossible. Et donc finalement, moi, ça me permet d'être présente pendant que mon patient fait son exercice d'exposition, tout en restant dans mon bureau. Et ça nous permet aussi de gagner du temps par un autre aspect, c'est-à-dire qu'il y a certaines situations qui ne sont pas très faciles d'accès, comme par exemple je sais pas moi, les télésièges, les falaises. Et donc, tout en restant à Paris, on peut exposer nos patients aux falaises. La réalité virtuelle me permet de contrôler complètement l'environnement. Quand j'envoie un de mes patients faire des exercices d'exposition en réalité virtuelle, en réalité à l'extérieur, je ne contrôle pas un certain nombre de paramètres comme la taille du chien qui vous rencontrez ou la densité de la foule. Et la réalité virtuelle permet de contrôler totalement l'environnement et donc le niveau de difficulté de l'exercice et donc la progression dans la thérapie. Et donc dans cette optique, nous avons développé par exemple un pont avec une densité de brouillard qui est réglable. Plus le brouillard est dense, moins les hauteurs sont visibles et plus l'exercice est aisé, et inversement. La réalité virtuelle permet aussi à des patients qui sont trop anxieux pour s'exposer en vrai de le faire d'abord en réalité virtuelle, un peu comme une étape, comme pour mettre le pied à l'étrier. Et je pense là à un de mes patients, lui qui était plutôt claustrophobe, qui n'avait pas pris d'ascenseur depuis une vingtaine d'années. On fait l'exercice en réalité virtuelle, donc dans un ascenseur virtuel. Et 2 jours après, il a pu refaire cet exercice dans la vraie vie, dans un centre commercial. Et je ne suis pas sûre que si je lui avais demandé d'emblée de faire l'exercice, il se serait senti capable de le faire. Alors, quelques mots sur la présence. Un des enjeux fondamentaux lors d'une thérapie par réalité virtuelle, c'est de réussir de faire croire aux patients aux images comme si elles étaient réelles. Et autrement dit, si quand je mets Marie sur le balcon avec un fond vert tel que celui que je vous ai montré tout à l'heure, elle me dit « vous êtes bien gentil, docteur, mais moi je sais très bien que tout ça, ce n'est pas réel, je n'y crois pas, je n'ai pas peur », il semble peu probable que la thérapie fonctionne. Et donc, il doit se passer quelque chose lors de cette interaction entre le patient et l'environnement virtuel pour que la réponse d'anxiété puisse se faire. Et donc, on définit traditionnellement la présence par la sensation subjective d'être là. Alors, on distingue habituellement plusieurs dimensions de présence. Le réalisme, c'est-à-dire à quel point Marie, dans le balcon virtuel, retrouve des caractéristiques d'un balcon habituel. La présence physique, c'est-à-dire à quel point Marie va se croire sur ce balcon et va oublier, entre guillemets, qu'elle est dans mon bureau. Et l'engagement, c'est-à-dire à quel point elle va être focalisée vraiment sur ce balcon virtuel et ne pas entendre la collègue qui tousse dans le bureau d'à côté. Alors, je vous ai parlé aujourd'hui, bien sûr, de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la thérapie par réalité virtuelle dans le traitement des troubles anxieux.
Mais il faut savoir qu'il existe d'autres applications en psychiatrie de cette technologie, notamment dans le trouble des conduites alimentaires, la schizophrénie et les addictions. En conclusion, la réalité virtuelle est utilisée comme une modalité d'exposition dans le cadre de la thérapie cognitivo-comportementale. L'efficacité de la thérapie par réalité virtuelle a été démontrée dans le traitement des troubles anxieux sous réserve qu'il s'agisse bien d'environnement virtuel avec une interaction sensorimotrice. Les médias influent, en tout cas ont complètement modifié le parcours de soins du patient. Et la présence est un phénomène fondamental de cette thérapie par réalité virtuelle qui fait qu'à mon sens, on est vraiment au-delà de la simple thérapie cognitivo-comportementale classique. Et étant donné la complexité des pathologies sous-jacentes, qui restent quand même des pathologies médicales psychiatriques, de la complexité des mécanismes psychothérapeutiques, il me semble que la conception des logiciels et des programmes de thérapie par réalité virtuelle doivent rester du domaine de l'expertise médicale. Merci. C'est bon, je peux m'en aller. Merci beaucoup Fanny. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois pas très bien la salle. Ah oui. Vous êtes tellement près de moi que je ne vous avais pas vu. Bonjour. Bonjour. Quelle est l'application de la réalité virtuelle aux addictions? Il existe deux. Vous avez des exemples? Oui, il existe deux applications principales. Une qui est dans le cadre de la recherche clinique plutôt, pour savoir si on peut induire l'envie de consommer. Donc par exemple, on va mettre un fumeur en situation de prendre un café et on va mesurer est-ce que le fumeur va avoir envie de fumer. Et donc il existe 21 études qui ont évalué la réalité virtuelle comme modalité pour induire l'envie de fumer qu'on appelle craving. Et donc elles sont toutes positives et 5 produits ont été testés, le tabac, l'alcool, la meth, le cannabis et la cocaïne. Et la deuxième indication, qui est un peu moins évaluée, c'est plutôt à viser cette fois-ci thérapeutique. Est-ce qu'à force d'exposition, un peu comme le même principe que pour les troubles anxieux, est-ce qu'à force d'exposition, on arrive à diminuer l'envie de consommer? Donc par exemple, si je mets un patient alcoolodépendant dans un bar, le premier jour, il va avoir envie de fumer à 5, le deuxième jour à 4, à 3, etc. Et là, il y a beaucoup moins d'études, une sur l'alcool, quelques-unes sur le tabac, et des résultats un peu plus hétérogènes. Oui, une autre question. Je voulais demander si, dans vos thérapies, vous avez eu des cas où les patients arrivent à s'habituer, c'est-à-dire après suffisamment d'exposition à la réalité virtuelle, à devenir habitués et à ne plus avoir l'effet de présence suffisamment fort pour avoir une efficacité au niveau du traitement. En tout cas, les patients, au fur et à mesure des expositions, ont de moins en moins d'anxiété. Mais en tout cas, ils ne se disent pas, in fine... Et en tout cas, sur la présence, ce qui est démontré, c'est que c'est plutôt que la présence a tendance à augmenter au fur et à mesure de la thérapie, si c'est ça votre question. Et en fait, il y a plusieurs dimensions de présence. Probablement que la dimension de réalisme et la dimension de présence physique ont tendance à augmenter au cours de la thérapie. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement une forme d'habituation. Donc c'est quelque chose qu'on peut travailler au fur et à mesure, alors que la dimension d'engagement semble plutôt intrinsèque, et donc elle est plutôt stable au cours de la thérapie. Et il y a tout un débat, et on ne peut pas vraiment conclure, mais probablement que la présence est corrélée à la réponse thérapeutique. Merci beaucoup. Si jamais vous avez d'autres questions, je vous laisse retrouver Fanny à l'espace Meet the Speaker. Merci beaucoup. Merci.